Parfait. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour à ce webinaire du risque présenté aujourd'hui par Marjolaine Rivet-Bourgard, qui va toucher à la communication et l'IA en situation de crise où on est le Québec. Alors que peut-être parler un tout petit peu de notre présentatrice aujourd'hui. Marjolaine a été une des d'ailleurs premières récipiendaires des bourses de risque. Ça a été d'ailleurs tout un enjeu, ce premier programme de bourse, puisque c'était les inondations à l'époque de 2019 ici au Québec. Alors, Marjolaine a poursuivi justement sa maîtrise en psychiatrie sous la direction d'Alain Brunet, où elle a validé l'entrevue diagnostique pour le trouble de stress post-traumatique chez une sous-population de gens ayant été affectés justement par les inondations de 2017, mais également en 2019. Ses recherches, donc Marjolaine poursuit sa recherche maintenant au doctorat. Ses recherches doctorales portent sur l'impact psychologique de la pandémie. Marjolaine est impliquée dans les activités de transfert des connaissances, d'efforts pour promouvoir l'interdisciplinarité dans l'étude des désastres et des crises. Tu es basée, Marjolaine, étudiante à l'Institut universitaire de santé mentale Lougas, à McGill. Donc, encore une fois, merci Marjolaine et la parole est à toi. Donc, merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment apprécié. Donc, je vais simplement partager mon écran, puis je vais vous demander de me confirmer si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez mon écran comme ça? Oups. Oui, c'est bon. Super, excellent, merci. Excellent. Donc, je vais commencer. Donc, merci beaucoup, Philippe, pour cette présentation. Et puis, donc, comme Philippe a mentionné, je vais vous parler de communication en situation de crise et par lien, je vais parler vraiment plus spécifiquement d'interdisciplinarité. Et donc, juste pour vous donner un petit aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui, donc, je vais vous donner un peu de contextualisation. Donc, pourquoi est-ce que je suis ici à vous parler de ces thématiques? Donc, on va parler dans un contexte de crise, qu'est-ce qui a été identifié comme des priorités internationales? Et évidemment, dans les priorités internationales qui ont été identifiées, on mentionnait l'interdisciplinarité, donc une approche vraiment holistique aux risques et puis aux crises, et la communication scientifique aussi. Puis je vais vous parler un peu des enjeux ou qu'est-ce qui est important à savoir pour ces deux thématiques, ces deux concepts. Je vais ensuite vous parler un peu d'où est-ce qu'on en est au Québec par rapport à ces deux thématiques-là. Et puis on va finir avec une petite conclusion. Pour ce qui est des questions, vous pouvez soit m'interrompre, soit les demander à la fin. Donc, dans les deux cas, j'ai pas vraiment de préférence à ce niveau-là. Donc, puis si jamais à un moment donné vous perdez mon écran pour une raison ou une autre, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Donc, comme vous êtes peut-être au courant, juste un petit peu de contexte, donc il y a un total de 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés par les Nations Unies. Puis en fait, ces objectifs-là, c'est des objectifs qui sont à atteindre d'ici 2030, puis qui visent à développer un avenir meilleur pour tous et pour toutes. Et puis donc, c'est des objectifs qui sont vraiment très, très diversifiés, là, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, on parle d'éradiquer la pauvreté en passant par l'accès à la santé, l'accès à l'eau propre, la lutte contre les changements climatiques, puis on va jusqu'à la justice et la paix. Et puis donc, la présentation d'aujourd'hui est vraiment plus en lien avec l'objectif 6, qui a pour but d'assurer l'accès à de l'eau propre et à des installations sanitaires. Et puis évidemment, cet objectif aussi implique tout ce qui est gestion des risques liés à l'eau. Mais ce qui est important de comprendre quand on parle d'objectifs de développement durable, évidemment, c'est que la majorité du temps, ils vont être interreliés. Donc, c'est très rare qu'on va avoir un objectif qui va être seul et isolé, donc qui va avoir une interdépendance. Et puis, comme on peut s'y attendre, par exemple, l'objectif lié à l'eau propre et à l'assainissement va aussi avoir un impact et être interrelié avec l'accès à la santé, la réduction des inégalités, mais aussi la lutte contre les changements climatiques. Et puis, c'est justement pour répondre à ces objectifs-là, et principalement l'objectif 6, qu'il y a eu plusieurs actions internationales, initiatives internationales qui ont été mises de l'avant, comme par exemple la création d'un plan stratégique du programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO, le FI9,
puisqu'on est rendu à sa 9e version maintenant. Et puis, dans le fond, ce plan stratégique-là vise vraiment à identifier quels sont les domaines prioritaires et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces domaines prioritaires-là pour qu'on puisse atteindre l'objectif numéro 6 d'ici 2030. Et c'est vraiment dans le contexte du FI9, donc ce plan stratégique-là, que l'UNESCO a décidé d'organiser la conférence internationale sur le risque climatique, la vulnérabilité et le développement de la résilience. Et puis donc cette conférence-là a eu lieu maintenant en avril 2023, donc il y a un an, au siège de l'UNESCO à Paris, donc pas désagréable comme endroit quand même. Et puis donc l'objectif de cette conférence, c'était vraiment de rassembler les chercheurs, les preneurs de décision et même le privé pour vraiment faciliter le dialogue ensemble sur les priorités, parler, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'il y en est, et pour confirmer justement qu'on veut bel et bien continuer avec ces priorités-là pour le FI9. Mais c'était aussi l'objectif de promouvoir le développement de la résilience. Donc, où est-ce qu'on en est maintenant, faire le point sur quoi est-ce qu'on peut travailler pour le futur. Et ce qui était vraiment impressionnant avec cette conférence-là, je dois l'avouer, c'est que c'est la conférence dans laquelle j'ai participé à ce jour qui était la plus diversifiée que j'ai jamais vue. Donc, il y avait des gens, des ingénieurs du secteur privé, des hydrologues, des décideurs, des représentants de différents pays, aussi des Nations Unies, qui a été vraiment très, très intéressant, et évidemment beaucoup de scientifiques. Mais avant de plonger dans la conférence, puisqu'on a discuté, je voulais quand même, bon, ça va répéter un peu l'introduction de Philippe, mais je voulais quand même vous donner une petite idée de qui je suis, puis pourquoi on m'a envoyé là, pourquoi je voulais aller là-bas, puis pourquoi c'est moi qui vous parle aujourd'hui. Donc, comme il a été mentionné, j'ai obtenu ma maîtrise en psychiatrie à l'Université McGill. J'ai travaillé sur les impacts psychosociaux des inondations de 2019. J'ai travaillé beaucoup sur le stress et le trauma. Et j'ai été récipiendaire du premier programme de bourse étudiante du risque. Et maintenant, je suis candidate au doctorat en recherche en santé mentale et je me penche principalement sur tout ce qui est psychologique, mais avec une attention particulière à ce qui est trauma et stress pendant la COVID-19. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un thème commun où je m'intéresse vraiment aux désastres et puis événements extrêmes qui peuvent découler des changements climatiques, mais aussi dans le contexte des crises. Sinon, comme il a aussi été mentionné, je suis depuis la pandémie, en fait, depuis 2021, en fait, je suis une communicatrice scientifique. Donc, on a justement commencé à faire des podcasts dans le contexte de la crise de la pandémie pour aider les gens à retrouver le plus possible un bien-être psychologique. Et depuis ce temps-là, je suis coproductrice et co-animatrice d'un podcast qui s'appelle Sors de ma tête. On a une plateforme Instagram qu'on utilise activement pour rester en contact avec notre communauté qu'on s'est créée, donc de jeunes et principalement de jeunes adultes et d'étudiants. Et puis, on est aussi, je dis on parce que je travaille énormément avec ma collègue. Et puis, donc, on est extrêmement impliqué dans tout ce qui est initiative québécoise en lien avec la communication scientifique. Donc, par exemple, l'année passée, il y a eu la première édition de Sciences Pop, un concours de vulgarisation scientifique au Québec. Et puis, on a gagné plusieurs prix dans le défi de mobilisation. Donc, on est très, très impliqués, puis on pense que c'est très important, puis on continue à travailler très fort là-dessus, donc au niveau de la communication scientifique. Mais je suis aussi représentante étudiante dans différents réseaux de recherche, donc au niveau du réseau québécois COVID Pandémie, qui est maintenant devenu Pré-Crisa, donc un réseau sur les crises. Puis en travaillant là-dedans, en fait, mon objectif, c'est vraiment de travailler pour nous, pour la relève en préparation et en gestion de crise, pour qu'on comprenne un peu mieux c'est quoi notre identité, c'est quoi nos besoins, mais aussi pour ouvrir des initiatives, mais des opportunités en interdisciplinarité, parce qu'évidemment, quand on travaille en crise, l'interdisciplinarité est extrêmement important. Mais étant donné que c'est pas exactement la formation qu'on reçoit actuellement, on est vraiment là pour essayer de mettre le plus d'opportunités sur la table pour que notre belle relève puisse s'y plonger. Donc, j'ai eu la chance en avril 2023 d'assister à cette conférence internationale sur la résilience, les changements climatiques, les risques et tout ça. Et puis, donc, évidemment, c'est grâce au soutien du RQCP, du risque
et de logique, donc l'Office de la jeunesse internationale, que j'ai pu participer à cette conférence. Et puis, bon, on a rencontré plein de personnes. Ça a été une très, très belle expérience. Et puis, la raison pour laquelle j'y ai participé, c'était pour m'assurer que la santé mentale et le domaine de la santé ou sciences sociales soient représentés et inclus dans les discussions de priorité. Parce que, comme qu'on se rappelle, l'objectif de la conférence était de discuter les différentes priorités, puis on avait un accès quand même privilégié aux gens qui étaient directement impliqués avec ces initiatives internationales-là. C'était aussi de me familiariser avec les objectifs internationaux parce que sachant qu'on veut poursuivre dans ce domaine, ben, c'est important de savoir où est-ce qu'on en est au niveau des politiques internationales, puis qu'est-ce qui est attendu de nous, les scientifiques. Et finalement, étant donné que je prêche autant pour la paroisse interdisciplinaire, je trouvais que ça pouvait être pertinent d'y aller puis de voir qu'est-ce qui se faisait au niveau hydrologique et ingénierie, parce que, bon, j'ai aucune connaissance là-dedans, mais c'est important justement de savoir qu'est-ce qui se fait, comment ils en parlent, pour vraiment commencer à se plonger dans cet univers interdisciplinaire. Mais c'est quoi le rapport avec la santé mentale? Pourquoi c'est pertinent que la santé mentale soit représentée à ce niveau-là? C'était quoi mes raisonnements? Mais en fait, comme on s'en doute, les insécurités qui sont liées à l'eau, c'est un stresseur quand même assez important, que ce soit parce qu'il y a une migration forcée, c'est un stress, c'est une insécurité, puis ça peut aussi mener à des événements extrêmes comme la sécheresse ou même les inondations. Et puis, quand on est confronté à un stresseur comme ça, ben, il peut avoir plusieurs conséquences sur la santé mentale, dont des symptômes dépressifs, de l'anxiété, des inquiétudes. Donc, c'est important de monitorer tout ça, puis de s'assurer que on garde en tête que c'est une conséquence, puis qu'il faut la monitorer pour le bien-être des différentes communautés affectées. Mais aussi parce que la santé mentale peut être un atout important pour évaluer l'implémentation des initiatives. Donc, par exemple, si on fait des initiatives d'irrigation pour faciliter l'accès à l'eau, si on fait des initiatives pour réduire les risques liés aux inondations, mais sachant que ça ajoute un stress sur la santé mentale, ben, de voir si l'initiative a permis de réduire l'impact sur la santé mentale et d'augmenter le bien-être, ben, c'est un, c'est une retombée importante, intéressante qui peut nous permettre d'évaluer si l'implémentation a bien été faite ou non, si l'initiative a réellement aidé. Donc, on s'y en attend pas tout le temps, mais c'est pertinent. Et puis donc, en revenant sur cette conférence, donc, comme vous pouvez l'imaginer, étant donné que cette conférence rassemblait tant de personnes ensemble, on a eu accès à des activités tant politiques que scientifiques. Donc, par exemple, on a eu la chance d'avoir plusieurs représentants des Nations Unies qui ont discuté puis qui nous ont dit quelles étaient leurs attentes, c'était quoi leurs besoins, c'était quoi leurs priorités à eux pour qu'on puisse être conscient de ça et mettre ça en marche. Mais aussi, évidemment, des activités scientifiques, là, donc des présentations de projets de recherche qui touchaient au sujet du risque climatique, vulnérabilité et développement de la résilience. Puis l'objectif primaire était vraiment d'ouvrir le dialogue sur ces priorités-là, tous ensemble, puis de voir où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le futur. Donc, sans plus tarder, les différentes priorités qui ont été identifiées, il y en a quand même beaucoup. Donc, restez avec moi, s'il vous plaît. Il y a quand même, par contre, beaucoup de buzzwords qui ont été lancés pendant la conférence. Donc, on quand même curieuse de voir comment ça va se développer en action dans le futur. Mais en fait, on a parlé beaucoup de résilience plutôt que gestion de risque, donc de promouvoir, de pouvoir donner aux communautés les manières de se préparer à n'importe quel risque, donc de développer une résilience plutôt que de voir vraiment gérer des risques individuels un à la fois. On a parlé aussi beaucoup, beaucoup d'interdisciplinarité, comme vous pouvez vous en douter, donc l'approche holistique pour bien comprendre la problématique avec plusieurs perspectives, puis avoir une meilleure compréhension de la problématique. On a parlé aussi beaucoup de sciences citoyennes et d'engagement, donc l'importance de répondre à des questions qui sont des priorités aussi citoyennes, puis d'engager les citoyens dans nos questions de recherche, puis dans nos démarches. De mettre aussi de l'avant les savoirs locaux. Souvent, quand on parle de crise,
les locaux vont savoir avant même ou vont avoir des savoirs qui leur permettent de prédire une crise quand même assez de manière très, très impressionnante. Il mentionnait que c'est important d'intégrer à ce qu'on fait. Donc, celle-ci, je l'ai mis en gras parce que c'est vraiment ce qui a été souligné comme un besoin par les différents partis des Nations unies. Donc, le besoin de données probantes pour outiller les décideurs. Donc, ça a vraiment été mis de l'avant. La communication, donc communication de risque, par exemple, pour le public général, mais aussi communication pour avoir des meilleurs liens avec les décideurs et qui va donc se rattacher avec la priorité identifiée juste avant. On a aussi parlé de l'importance de la science ouverte et d'utiliser des approches multi-hasards. Donc, par exemple, de ne pas juste parler d'inondation, mais de parler d'inondation et de sécheresse, puisque c'est des événements extrêmes qui se placent sur un continuum. Et puis, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est des priorités qui sont nommées pour être atteintes d'ici 2030. Il y a eu beaucoup de buzzwords. Donc, en théorie, ce sont des priorités qui sont importantes puis sur lesquelles on doit s'attarder. Mais maintenant, il faut s'assurer que cette théorie se transforme et se traduit en actions concrètes. Et donc, pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter principalement les priorités de ce qui touche l'interdisciplinarité et la communication. Et puis, donc, comme j'ai mentionné, je vais vous donner un peu des bases sur ces deux thématiques-là, puis on va parler d'où en est le Québec par rapport à ces priorités. Donc, sans plus tarder, au niveau de l'interdisciplinarité, donc c'est sûr qu'il s'agit pour comprendre c'est quoi l'interdisciplinarité, il faut comprendre qu'en fait, c'est un concept qui fait partie d'un continuum qui va de la monodisciplinarité jusqu'à la transdisciplinarité. Monodisciplinarité, en fait, c'est ce qu'on est un peu plus habitué, c'est ce qu'on voit plus souvent, c'est quand on travaille vraiment un peu comme quand on dit silo, c'est ça. Donc, on travaille dans nos disciplines, puis on essaie de comprendre une problématique, un phénomène de notre discipline seulement. Et quand on parle d'interdisciplinarité, c'est vraiment quand on cherche à utiliser des connaissances de plusieurs domaines et d'analyser les résultats, de les synthétiser et de les harmoniser pour comprendre à travers les domaines différents. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir, comme vous voyez ici, une compréhension un peu plus complexe des phénomènes et qui est beaucoup plus riche que si on essayait de comprendre seulement à travers notre discipline à nous. Et puis donc, quand on parle d'interdisciplinarité, c'est super, mais il faut quand même être conscient qu'il y a plusieurs barrières à l'interdisciplinarité. Donc, par exemple, des fois, il y a un manque de compréhension entre les disciplines. On ne comprend pas nécessairement ce que les autres font, on ne comprend pas les fondements de la discipline. Il y a aussi énormément de différences. Donc, par exemple, il peut y avoir des valeurs scientifiques différentes, un langage très différent aussi. Des fois, on parle de la même chose, puis on se rend compte que mais on utilise un mot tellement différent qu'on ne se comprend pas. Puis évidemment aussi, c'est des perspectives différentes. Il faut aussi garder en tête des fois que l'historique de collaboration peut être une barrière à l'interdisciplinarité. Donc, par exemple, s'il y a des disciplines qui ont des conflits ou qui ont eu beaucoup de conflits dans le passé, ça peut être une barrière supplémentaire à l'interdisciplinarité. Évidemment, il y a aussi des cultures et des structures disciplinaires différentes. Donc, qu'est-ce qui est, tu sais, c'est quoi les normes de la discipline, comment est-ce que ça se passe typiquement, c'est quoi les attentes par rapport à la discipline, mais aussi la perception de soi et des autres. Donc, comment est-ce que nous, on se perçoit comme professionnels dans notre discipline et comment on perçoit les gens qui sont impliqués dans d'autres disciplines aussi. Donc, c'est toutes des barrières, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des solutions à ces barrières. Donc, par exemple, si on prend le temps de s'asseoir puis de réaliser qu'en fait, les disciplines sont interdépendantes, donc qu'on a besoin de on a besoin de l'une, les unes les autres pour vraiment avoir une bonne compréhension de différentes problématiques. On peut aussi faire des activités de connexion pour favoriser l'interdisciplinarité, pour créer des liens puis pour faciliter justement les initiatives. On peut aussi faire preuve de flexibilité, donc d'ouverture par rapport à d'autres disciplines, puis à vouloir en apprendre plus. Ce qui est aussi très, très important, c'est que pour travailler en interdisciplinarité,
Il faut s'approprier des objectifs communs, donc s'asseoir et prendre le temps de développer des objectifs qui font du sens pour tout le monde à travers toutes les disciplines. Mais aussi, finalement, puis ça, je pense que c'est un point qui rassemble un peu tout ce que je viens de mentionner par rapport aux facilitants, c'est l'importance de prendre le temps de réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre discipline? Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'interdisciplinarité? Puis pourquoi l'interdisciplinarité est importante pour comprendre le phénomène spécifique sur lequel on travaille. Donc, au niveau du Québec, maintenant, où est-ce qu'on en est? Donc, c'est sûr qu'on a besoin des institutions pour faciliter l'interdisciplinarité. Si vous m'aviez demandé il y a quelques années, ou même au niveau de la conférence, j'aurais dit que on a peut-être un peu de difficulté là-dessus, mais j'ai été agréablement surprise de constater qu'en fait, on a plusieurs initiatives au Québec, que ce soit des initiatives interdisciplinaires comme des rassemblements, ou même, comme vous voyez ici, il y a maintenant des doctorats interdisciplinaires comme celui en santé et en société de l'UQAM. Et je crois que c'était l'un des premiers de ce genre. Et maintenant, on voit de plus en plus d'initiatives qui sortent des universités qui suivent cet exemple-là aussi. Donc, par exemple, j'ai vu récemment à McGill des opportunités qui favorisent le travail interdisciplinaire dans le cancer et tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment un beau développement là-dessus qui se crée. Au niveau du financement, souvent, ce qu'on entendait, c'est que ça pouvait être difficile d'obtenir du financement pour des projets interdisciplinaires parce que, bon, on était confronté à devoir soumettre soit à la sous-branche santé, société, culture ou nature et technologie. Puis souvent, si on appliquait à l'un, ben, on se faisait renvoyer à l'autre, puis c'était un peu comme une roue sans fin. Mais maintenant, avec le projet de loi qui fait en sorte que les fonds de recherche vont maintenant se merger et vont maintenant devenir seulement une entité à voir qu'est-ce qui va se passer au côté financement, mais on espère quand même que ça va permettre, puis ça va favoriser le financement d'initiatives de recherche qui sont interdisciplinaires. Donc, à voir de ce côté-là. Je pense que ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'au Québec, on est très, très chanceux. On a accès à des réseaux de recherche comme par exemple le RISC, le réseau québécois COVID pandémie, le prix CRISA. Mais on a vraiment des beaux réseaux dont un des objectifs est l'intersectorialité, l'interdisciplinarité et qui vise vraiment à rassembler des experts de toutes sortes de disciplines qui se rassemblent autour d'une thématique commune. Puis je pense que ça, c'est une des forces qu'on a qu'on voit rarement ailleurs. Donc, on est très, très chanceux. Puis, justement, ces entités, ces structures de recherche nous permettent aussi ou vont aussi promouvoir beaucoup d'activités qui vont nous permettre de networker ensemble, de se lier et de créer des opportunités. Donc, on peut être très, très fiers de ça. Et aussi, justement, que ce soit par les réseaux de recherche ou même par d'autres entités, il y a aussi quand même plusieurs activités d'échange et de formation interdisciplinaire qui ont commencé à voir le jour. Donc là, vous pouvez voir ici les deux initiatives que j'ai trouvées qui datent de 2023. Donc une journée d'échange interdisciplinaire de l'Institut de sciences de l'environnement, mais aussi des journées de formation interdisciplinaire au niveau des médecins spécialistes. Donc que ce soit au niveau des réseaux de recherche, mais même à l'extérieur, on voit vraiment un désir de créer des initiatives qui permettent aux gens de connecter euh, de façon interdisciplinaire. Donc, c'est où est-ce qu'on en est pas mal pour l'instant en termes d'interdisciplinarité. Donc, un bel avenir à ce niveau-là avec de futures cohortes à définitivement sur lesquelles garder l'œil pour voir comment ça va évoluer, puis si nos initiatives vont fonctionner. Donc, maintenant, au niveau de la communication scientifique, évidemment, communication scientifique prend énormément de formes différentes. Donc, pour le bien de la présentation, je vais focuser spécifiquement sur la communication scientifique avec le public général. Et ensuite, on va parler de communication scientifique auprès des décideurs, mais spécifiquement au niveau du conseil scientifique. Donc, les deux choses sur lesquelles j'ai un peu plus d'expérience sur lesquelles parler. Donc, pourquoi la communication scientifique est importante en contexte de crise, que ce soit crise liée au changement climatique, que ce soit la pandémie, que ce soit des crises ou des risques liés à l'eau comme les inondations, c'est en fait que communiquer avec le public général nous permet de les informer sur les risques
En fait, premièrement, de les informer qu'il y a bel et bien une crise, quels sont les risques reliés à la crise, quelles sont les répercussions potentielles des crises, mais aussi comment se préparer pour essayer de prévenir certaines de ces répercussions-là. Donc, ça devient vraiment très, très important. Mais évidemment, c'est pas n'importe qui peut se lancer en communication. On peut pas juste décider demain matin qu'on va communiquer par rapport aux crises. Donc, il y a quand même plusieurs étapes et plusieurs points importants pour s'assurer de faire une bonne communication scientifique, surtout quand on est en période de crise. Donc, il faut quand même certaines qualités, tant personnelles, tant que des qualités comme par exemple je m'excuse, des skills. Donc, par exemple, c'est pas n'importe qui peut qui peut bien communiquer, mais il y a aussi des qualités qui s'apprennent. Donc, comment parler, comment filtrer l'information, comment vulgariser l'information. Donc, il faut quand même s'assurer d'avoir des fondations très fortes là-dessus. Il faut aussi évidemment une certaine crédibilité, une expertise, que ce soit des projets de recherche qui nous informent par rapport à qu'est-ce qu'on doit avoir, qu'est-ce qui est important, mais aussi nous, les gens qui s'engagent dans la communication scientifique, on peut pas nécessairement faire, il faut faire attention sur ce sur quoi on se prononce. Il faut s'assurer que les gens vont comprendre qu'on a une certaine crédibilité aussi. Il faut principalement aussi des opportunités, donc on a beau être bon pour communiquer, on a beau avoir les qualités nécessaires, on a beau avoir une crédibilité, une expertise. Si on n'a pas les opportunités de le faire, ça ira pas très loin. Mais surtout, ça, c'est ce qui a tendance à être oublié dans le contexte de la communication scientifique, c'est qu'il faut un bon lien de confiance avec notre auditoire. Donc, par exemple, si on a toutes les caractéristiques nécessaires pour une bonne communication scientifique, mais que l'audience qu'on essaye de prévenir ou avec lesquelles on essaye de communiquer ne nous font pas confiance, ben, on perd un peu, on va probablement avoir de la difficulté à rencontrer les objectifs de la communication scientifique qu'on s'était fixés. Donc, qu'est-ce qu'il y en est au Québec? Est-ce qu'on a ces quatre principes bien ancrés? Je vous dirais que dans les dernières années, il y a eu vraiment une explosion incroyable des opportunités pour justement améliorer notre communication scientifique. Donc, il y a beaucoup de facilitation, d'initiatives donc pour nous aider à développer les skills nécessaires, à développer donc ce qu'on a besoin pour être des bons communicateurs scientifiques et pour faire passer les messages. Donc, par exemple, on peut parler de l'opportunité Tremplin, qui est une opportunité à travers les différents centres de McGill qui offrent euh, des, des workshops, donc des cours pour la communication scientifique. Il y a aussi des cours à travers pas mal toutes les institutions maintenant là, pour apprendre à communiquer puis comment faire ça. Donc, on a vraiment beaucoup de capacités à ce niveau-là. On a aussi maintenant, on voit les différentes institutions qui développent des studios même pour s'assurer qu'on va avoir accès au matériel nécessaire pour créer puis pour mener les différentes initiatives de communication scientifique, comme par exemple le studio Viva Mental Health qu'on a ici au Douglas. Mais aussi des concours pour avoir cette plateforme-là et puis pour offrir une plateforme d'initiative aux gens qui veulent se lancer en communication scientifique, comme par exemple Sciences Pop, qui est une initiative de l'IRCN et soutenue par les FRQ. Et puis aussi, bon, on a beaucoup de choses qui se font au Québec, mais on a aussi des choses qui se font au Canada pour la communication scientifique. Donc, les IRSC, par exemple, l'Institut de recherche en santé du Canada, ont créé des plans de la théorie pour nous aider à créer des initiatives de communication scientifique et font même d'ailleurs ce qu'on appelle un template pour nous aider à les créer. Donc, ils ont vraiment créé des outils pour nous supporter à continuer à faire de la communication scientifique et à bien penser ce qu'on fait. En termes de crédibilité puis d'expertise, on est quand même très, très chanceux aussi au Québec. Donc, on a... Oups! Bon, vous les voyez, excusez. Donc, on a des équipes qui se spécialisent en transfert de connaissances et en communication. Donc, on parle par exemple de l'équipe Renard qui travaille tant avec les audiences du public général qu'avec les décideurs et qui est basée à l'Université de Sherbrooke, mais qui a aussi des collaborateurs à travers beaucoup
des institutions québécoises. Et même le laboratoire sur la communication et le numérique qui est à l'UQAM, donc qui se penche beaucoup aussi et qui a une branche sur la communication, si je ne me trompe pas, en temps de crise, donc avec Alexandre Coutan au sein de ce laboratoire, puis qui font vraiment du travail exceptionnel pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut pour une bonne communication, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'il faut éviter. Donc, on a vraiment une belle richesse en termes d'expertise au Québec. Mais bon, comme j'ai mentionné plus tôt, c'est beau, c'est bien beau si on a les qualités nécessaires, si on a la formation, si on a les outils, mais il faut aussi les opportunités, donc que ce soit une plateforme ou du financement pour nous aider à mener nos activités. Et au Québec, encore une fois, on est très, très chanceux. Les fonds de recherche du Québec financent énormément de projets de communication scientifique, mettent beaucoup d'accent là-dessus depuis la pandémie, en fait. Donc, avec leur programme Dialogue et leur programme maintenant Regard ODD qui sert à mettre de l'avant des initiatives de communication sur les objectifs de santé durable. Puis aussi, je pense que c'est important de mentionner que les instituts de recherche en santé du Canada ont aussi des initiatives de financement pour des projets de transfert de connaissances qui impliquent la communication scientifique, et ce, à chaque année. Et puis évidemment, c'est ce genre d'opportunité qui mène à des initiatives très, très intéressantes, comme par exemple un blog Faire à sa tête, qui est un blog de vulgarisation scientifique sur les effets des contaminants environnementaux sur la santé du cerveau. Perspective citoyenne, qui est un autre blog, et Menaces sur les lacs, qui est un programme dialogue qui a fait plusieurs des initiatives de communication scientifique. Et puis, donc ça, c'est dans un contexte qui n'est pas nécessairement de crise, mais le Fonds de recherche Québec a aussi financé des initiatives qui ont été faites principalement pour répondre à la mésinformation pendant la pandémie. Puis on a vraiment vu qu'on a pu créer des communautés qui ont été ouvertes à recevoir l'information. Ça a vraiment été une belle expérience. Puis c'est justement cette expérience-là, COVID Jeune, que les FRQ avait fait, qui a ensuite mené à Regard ODD, donc un programme qui est devenu permanent pour la communication scientifique. Mais comme j'ai mentionné, c'est bien beau si on a les opportunités, on a les qualités nécessaires, on a l'expertise, la crédibilité. Mais ce qu'on a tendance à oublier en communication scientifique, c'est qu'il faut établir la confiance. Il faut établir un lien avec notre audience parce que si les gens ne font pas confiance, ben, peut-être que le message tombe un peu dans le vide. Et puis, comme j'ai montré un peu plus tôt, donc on a une des façons de faire ça, c'est à travers ce qu'on appelle du transfert de connaissances intégré. Donc, c'est un peu comme de la science citoyenne dans laquelle on va co-construire nos initiatives de communication scientifique pour s'assurer qu'on répond puis qu'on discute de choses, qu'on communique ce que les gens ont besoin, ce qu'ils ont besoin d'entendre, les informations nécessaires, puis qu'on le communique d'une façon qui est accessible aussi pour eux. Parce que souvent, en communication scientifique, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du transfert de connaissances de fin euh, de, de fin d'études. En fait, c'est qu'on va prendre les informations que nous, on juge pertinentes, puis on va les partager. Donc, c'est important de créer ce lien-là en les incluant justement dans nos processus. Puis bon, on travaille présentement à un projet qui va nous permettre d'intégrer tout ça et de faire du transfert de connaissances et de la communication scientifique intégrée. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la communication scientifique pour le grand public. Maintenant, si on prend un peu de temps pour parler de communication scientifique envers les décideurs, donc je vais parler principalement de conseils scientifiques dont l'objectif est de conseiller les orientations politiques, de vulgariser l'information, mais surtout de trier l'information parce qu'évidemment, il y a énormément d'informations à prendre et à vulgariser. Il faut vraiment s'assurer de bien savoir comment identifier ce qui est important pour les preneurs de décision parce qu'évidemment, ils n'auront pas le temps de lire 40 pages de rapports et 40 pages d'informations vulgarisées. Puis il faut aussi vraiment rester à l'affût de tout ce qui se passe. Donc, par exemple, pendant la pandémie, il y avait, si vous vous rappelez, il y a eu énormément de recherches qui ont été publiées, qui se faisaient constamment. Et puis, donc, ça pouvait sortir à toute heure, toujours. Donc, faut vraiment rester à l'affût, surtout dans un contexte de crise où il y a beaucoup de nouvelles connaissances qui sont développées.
qu'est-ce qui se passe, où on en est rendu, puis comment vraiment scinder beaucoup d'informations en ce qui est nécessaire pour les décideurs. Donc, c'est vraiment des qualités qui sont particulières, mais qui sont extrêmement importantes, puis qu'on ne doit pas négliger. Mais on est très, très chanceux au Québec. Donc, on a le scientifique en chef Rémi Quirion, qui prend son travail de scientifique en chef très, très à cœur et qui est aussi directeur du réseau francophone international en conseil scientifique, qui a pour but donc de prendre nos apprentissages, de prendre ce qu'on fait et de conseiller les autres les pays francophones qui n'ont pas nécessairement de conseillers scientifiques pour leur apprendre à le faire et pour intégrer la science aux décisions politiques. D'ailleurs, au Québec, on est extrêmement chanceux. On a un programme vraiment, on a un très bon programme pour justement créer cette relève en conseil scientifique. Donc, par exemple, le programme de scientifique en résidence qui va travailler avec donc des partenaires du Québec, donc que ce soit avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, mais même d'autres pays. Donc, par exemple, on avait un scientifique en résidence au Japon. Je crois qu'il y en avait un à l'UNESCO aussi. Puis donc, c'est des opportunités de financement pour les gens qui ont récemment gradué de leur doctorat, donc pour la relève, pour justement avoir un an avec possibilité d'un an renouvelable pour justement être scientifique en résidence, pour voir qu'est-ce que c'est d'être conseiller scientifique dans différents partis et différents organismes. Et d'ailleurs, ce qui est vraiment particulier, je ne sais pas si vous le saviez, mais en août 2023, donc il y a officiellement une première conseillère scientifique en chef qui a été engagée à la ville de Longueuil, donc au Québec. On essaye aussi d'intégrer donc le conseil scientifique non seulement au niveau provincial, pas seulement au niveau donc, des ministères, mais aussi au niveau municipal, ce qui est, je crois, une avancée très, très importante, puis qui est très, très pertinent aussi. Donc, pour conclure, je pense que ce qui est pertinent, c'est que la pandémie a été un catalyseur vraiment, vraiment important pour développer tout ce qui était interdisciplinarité. Et puis, ça nous a vraiment permis de faire beaucoup d'avancées dans l'interdisciplinarité, dans la communication scientifique. Il y a quelque chose par rapport aux crises, puis que ce soit pandémie, inondation, quoi que ce soit, qui fait vraiment qu'on se rassemble, puis qu'on fait tout ce qu'on peut pour mieux comprendre la problématique, mais aussi la traiter. Et puis, pour terminer, j'aurais une petite vidéo à vous partager. Laissez-moi juste, je vais devoir changer mon partage d'écran, je m'excuse. Donc, je vais refaire ça. Je vais aussi vous mettre le lien dans le chat si vous voulez la consulter un peu plus tard, mais ça résume un peu ce qui s'est passé pendant la pandémie en termes d'interdisciplinarité. Donc, je trouvais que c'était pertinent et important. Je vais partager avec le son. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Merci. Vous aussi? C'est un projet, nous, ce qu'on voulait, c'était mesurer les impacts psychosociaux, mais pas juste au Québec. On voulait, vu qu'on travaillait étroitement avec des gens en sciences des communications et sciences politiques et santé publique, on voulait comme un peu voir comment dans différents contextes dans le monde, sachant que c'est une crise qui n'est pas juste québécoise, mais bien mondiale, comment les différents contextes politiques, les stratégies un peu de communication employées, comment tout ça, ça peut venir un peu conditionner la façon dont la population locale va répondre, autant sur le plan psychologique, mais aussi au niveau des comportements. Parce que je ne suis pas certaine qu'on se serait tous mis ensemble et réunis aussi efficacement pour un dossier de moins grande envergure. Il fallait vraiment qu'il y ait une crise mondiale pour qu'on se dise OK, on travaille tout le monde ensemble, on met tous nos esprits, nos approches, nos perspectives, même notre vocabulaire
ensemble, puis on verra ce que ça va donner. Ça a été assez magique, je dois dire. On a vu les équipes se mettre en place très rapidement. Je te donne un exemple. Il y a eu un projet d'impression 3D d'écouvillons. Tu sais, des écouvillons nasopharyngés, on en manquait. Et puis là, il y a eu un regroupement extrêmement intéressant, très rapide, très multidisciplinaire entre des ingénieurs qui font de l'impression 3D, des physiciens médicaux, des gens qui sont plus du côté maladies infectieuses, virologie, qui savent à quoi ça sert, puis quelles sont les caractéristiques et le cahier des charges. Un autre exemple, c'est on a été les premiers à mettre en place une mesure de l'efficacité de la réponse vaccinale des personnels de santé qui travaillaient à l'hôpital. Ça a pris une collaboration étroite entre des chercheurs cliniciens, des microbiologistes, des chercheurs fondamentalistes en virologie. Une des leçons peut-être de cette pandémie-là, dès le point de départ, d'avoir autour de la table des experts de plusieurs disciplines. Nous, on en avait en santé publique, on en avait en virologie, on en avait sur les vaccins, on en avait du côté plus santé, du côté médical, peut-être moins du côté sciences sociales, sciences humaines. Et ça a été un peu long, un peu trop long, en rétrospective, un peu trop long, avant d'inclure ces expertises-là autour de la table. Je dis ça, mais si c'était à faire, j'essaie de voir. J'aurais peut-être quand même pris 1 heure ou 2 de rencontre pour dire, regarde, ça vaudrait quand même la peine dès maintenant qu'on clarifie mieux les rôles et responsabilités. 1 heure ou 2, idéalement plus que ça, mais là, vu que le temps était limité, parce que c'est ça, qui dit travailler interpays puis interdiscipline, dit aussi différence de culture, de vision, de compréhension, de façon de fonctionner. Donc, je ne cacherai pas qu'au début, ça a quand même créé des petites divergences. Tranquillement, on a réussi à naviguer au travers ça. Donc, je vais arrêter la vidéo pour l'instant. Puis comme je disais, je vais mettre tout ça dans le chat. Mais tout ça pour dire que ce qui est important de garder en tête, ou en fait, ce qui a été pertinent pendant la pandémie, c'est vraiment que ça nous a permis de faire plein d'apprentissages, ça nous a vraiment forcé. Donc, en fait, les crises, c'est ça, c'est qu'ils nous forcent un peu à se rassembler puis à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le bien-être commun. Je pense que ça a vraiment donné énormément d'opportunités qui maintenant vont pouvoir nous aider pendant les crises, peu importe le genre de crise. Donc, je voulais prendre le temps de remercier, donc, encore une fois, les différents organismes qui ont financé ma participation à la conférence de l'UNESCO, puis évidemment, toutes les belles rencontres qu'on a faites donc, à cette conférence. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marjolaine. Très intéressant. Alors, c'est le temps de questions. Allez-y. Chat. Alors, on va briser la glace. Quelqu'un pour briser la glace? Alors, je vais y aller. Peut-être tu vas... Il y en a qui vont intervenir là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu as appris, tu as travaillé pendant ta maîtrise sur les inondations, tu es en train de travailler justement sur la COVID, les enjeux de communication, mais comment toi tu vois ça? Est-ce que ces deux crises vont venir avoir des beaux exemples de comment l'intersectorialité aussi, ou le travail ensemble aussi a permis de faire avancer les choses rapidement dans le domaine de la COVID? Peut-être revenir un petit peu
sur les crises comme les inondations. Est-ce que tu penses qu'on est rendu là? Est-ce que la COVID aussi nous permettrait de tirer des leçons ou des expériences aussi sur les crises qui sont un peu plus lentes, comme les inondations, ou qui sont plus ponctuelles, on va dire ça comme ça? Comment tu vois ça? Je pense que oui, parce qu'en fait, donc, il y a eu beaucoup de rassemblements qui se sont produits grâce à la pandémie, puis il y a eu beaucoup de connexions, d'initiatives, de rencontres qui ont fait en sorte que maintenant, des gens qui ne se parlaient pas nécessairement avant ont dû rentrer en communication, ont dû créer des opportunités ensemble à cause de la pandémie. Puis, c'est des opportunités qui sont évidemment transférables quand on parle de crise. Oui, c'est sûr que la pandémie, c'est la première qui me vient en tête, mais les inondations, c'est aussi une crise en soi. Donc, d'avoir mis ces gens-là en contact, mais aussi d'avoir initié les gens au processus. Donc, maintenant, les gens ont déjà, puis en fait, c'est un peu ça, je pense que la vidéo illustre très bien. Les gens ont déjà commencé ce dialogue interdisciplinaire. Ils ont appris des faux pas, mais aussi des bonnes choses, des bonnes pratiques. Et puis, je pense qu'une fois que ça fait partie de notre curriculum, qu'on a déjà un, un protocole de recherche qui est interdisciplinaire, de le prendre puis de le transformer et de l'adapter à différents types de crises, dont les inondations. C'est sûr qu'après ça, il faut la volonté de le faire, il faut que les gens veulent continuer dans cette voie, mais je pense que ça fournit vraiment une base importante qu'une fois qu'elle est présente pour un type de crise, mais c'est beaucoup plus facile de partir de quelque chose qu'on a déjà puis de l'adapter que de partir à neuf complètement. Ne serait-ce que ça a permis déjà de créer des liens, des réseaux qui permettent peut-être d'aborder ou de travailler sur d'autres crises. Ok. Exactement. Je pense qu'il y a plusieurs des barrières que j'avais mentionnées par rapport à l'interdisciplinarité qui ont été, puis les solutions à ces barrières qui ont été, veux pas, commencées pendant la pandémie. Donc, justement, cette flexibilité-là, d'apprendre à établir des objectifs communs, de discuter, d'être conscient de la culture des différentes disciplines. Donc, on a déjà commencé un peu ou activé ces engrenages interdisciplinaires dans les dernières. Il y a des questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Bonjour Marjolaine, félicitations, une très très belle présentation, bravo. Et puis, premièrement, je salue sur le plan personnel ta persévérance de vouloir aller t'ouvrir à d'autres perspectives. Et puis, cette ouverture aussi interdisciplinaire, c'est très très pertinent. Et on voit de plus en plus à quel point, surtout nous au niveau du réseau de la recherche et de l'intersectorialité, à quel point c'est une valeur ajoutée de travailler entre différentes disciplines. On l'a vu aussi pendant la COVID. J'imagine que tu continues ta recherche sur ce plan-là. C'est que l'impact d'un simple virus, il a touché plusieurs secteurs. Je l'ai vécu en travaillant pendant la pandémie, en fin de processus de rétablissement inondation. On était en chevauchement avec donc deux crises qui se sont vraiment chevauchées. Avec la pandémie, on avait l'exigence d'éloignement et puis de tout le processus qu'on devait prendre en considération. Mais on avait aussi une préparation d'inondation. Donc ça, c'est sur quoi on travaille aussi au risque pour notre prochain mandat, tout ce qui est chevauchement de crise. Donc, comment, au niveau de... Est-ce que tu as vu des expériences à l'international qui t'ont marqué, une présentation qui t'a le plus marqué pendant cet événement-là et là, qui vraiment, elle t'est restée en tête et que tu dis, là, je veux en parler, peut-être qu'on peut appliquer la même chose ici au Québec? Ben, en fait, je pense que il y a deux choses qui m'ont marqué, une chose un peu plus négative, une chose un peu plus positive. Donc, je partagerai ces deux-là si on a le temps. Euh, la première touche, par exemple, l'interdisciplinarité. Quand j'ai été j'ai quand même posé beaucoup de questions, je dirais, au niveau de cette conférence-là, euh, à savoir c'était quoi la place de la santé mentale, comment est-ce qu'on l'intégrait, parce que c'est sûr que quand on parle, par exemple, de gestion des risques liés à l'eau, tu sais, puis on dit santé mentale, le monde est comme, ben, c'est pas la priorité, on va assurer un accès en premier, puis après. Donc, c'est souvent un second thought, si je peux dire ça comme ça, puis pourtant, comme j'ai mentionné, ben,
Ça peut être utilisé comme une évaluation d'implémentation, ça peut vraiment être utile de plein de façons, mais on n'y pense pas nécessairement sur le coup. Puis j'ai quand même engagé j'ai engagé dans des conversations, des discussions de comment est-ce que la santé mentale est intégrée. Puis les réponses que j'avais beaucoup, c'était ben on a fait une formation sur la santé mentale, puis fait que c'est tout. Tu sais, on a intégré la santé mentale, c'était comme ah, mais non, puis pourquoi? Puis souvent, les réponses que j'avais de gens haut placés, justement, à ce niveau-là, c'était que, ben, on n'avait pas le même dialogue, on n'avait pas le même langage, fait que c'était trop compliqué d'intégrer ça, puis j'ai l'impression que c'est une erreur, je pense qu'on fait souvent, puis qui est vraiment une culture qui est difficile à changer. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail là-dessus, puis c'est un peu ce sur quoi j'espère pouvoir travailler dans le futur. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai rencontrées pendant la conférence, qui était peut-être, puis dans des interactions internationales où il y a encore une hégémonie au niveau des différentes disciplines qui peut rendre la chose un peu difficile. Euh, mais ma présentation préférée, puis qui apporte une solution un peu à ça, c'est une présentation qui a été faite par un hydrologue qui vient de la Grande-Bretagne. Son nom, c'est Bruce Langford. Puis lui, en fait, il travaille beaucoup dans des projets en Afrique, puis il fait ce qu'on appelle du Rapid Gaming Design. Puis, en fait, ce que c'est qu'il met en contact des gens, il utilise le jeu, donc il utilise une forme ludique pour mettre des gens autour de la table, puis les mettre un peu dans la peau de l'autre. Donc, par exemple, ce qu'il expliquait, c'est qu'il parlait d'un projet qu'il avait fait en Afrique où ben, il prenait, mettons, des décideurs, des gens de la politique, de la municipalité, puis des gens de la communauté. Donc, des gens qui, dans un dialogue typique, il y a une hiérarchie, puis il va créer un jeu avec eux qui va les mettre dans la position l'un de l'autre avec une problématique puis qui va forcer un peu les gens à, ben, si t'étais dans cette peau-là, tu sais, si t'étais telle personne, qu'est-ce que tu ferais? Si t'étais telle personne, qu'est-ce que tu ferais? Puis donc, ça force vraiment le dialogue, ça force une empathie, une compréhension. Puis, ça donnait des résultats vraiment intéressants parce que ça ramenait un peu, donc les gens qui, dans la vraie vie, avaient comme cette espèce de hiérarchie, ça les ramenait un peu à un pied un peu plus égal. Ça permettait vraiment un dialogue plus empathique, plus direct. Ça permettait aux gens, par exemple, de la communauté de poser des questions qu'ils n'auraient pas osé dans un contexte plus typique, là, comme une consultation. Donc, Mm. je trouvais ça super intéressant comme contexte. Puis, Valérie, c'est justement de ça que je voulais te parler dans quelques semaines, là, une petite intro à tout ça. Puis, je trouvais que cette idée-là était vraiment impressionnante, puis était vraiment pertinente pour ramener différentes disciplines autour d'une table. Puis, justement, ramener des disciplines qui ont des fois un, un- un enjeu hiérarchique avec l'hégémonie des disciplines qui existent, puis tout ça. Donc, je trouvais que ça avait vraiment du potentiel pour amener des discussions interdisciplinaires, puis commencer ces collaborations-là. Très intéressant. Comment bâtir la confiance, enlever les barrières et les jugements, c'est effectivement fondamental. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va avoir une question, entre autres, là-dessus, sur d'autres éléments. Jean-Bernard? La santé. Je tourne toutes sortes de réflexions dans ma tête que je vous lis en vrac. Je me dis, on est dans un monde universitaire qui sacralise les silos disciplinaires. Et on demande à ces gens qui sont formés dans des universités qui créent des silos, les maintiennent, et ce, même dans l'assignation des diplômes universitaires, maîtrise, doctorat. Je me dis, on demande à tout le monde maintenant de faire un effort pour dire travailler ensemble interdisciplinairement. Comment susciter un changement à cet égard-là à partir d'une structuration si forte au plan académique et avoir une motivation quand on est dans une discipline
à sortir de la discipline, à pénétrer dans une autre sans se sentir comme un intrus, un peu comme quand on parle au niveau culturel de rentrer dans la culture des autres. Alors, ça m'interpelle. Mais j'ai une chose que je veux vous faire noter, puis si vous voulez réagir, ça vous tente. Quand quelqu'un dit j'ai mon PhD, on dit jamais ce que ça veut dire au long. Qu'est-ce que ça veut dire? Doctorant en philosophie. Qu'est-ce que veut dire le mot philosophie? Ça implique la sagesse et ça induit une vision plus large que la seule discipline dans laquelle on a son doctorat. Je dis ça de même. Mais c'est juste pour susciter une réflexion à cet égard-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est définitivement une pensée qui est très, très intéressante. Puis c'est sûr que je pense qu'on est tous un peu confrontés à ça, parce que même dans mon cas, on parle d'interdisciplinarité. Puis honnêtement, je me suis rendu compte que dans mon projet doctoral, c'est pas très interdisciplinaire. Puis pourtant, avec ce recul-là, avec cette expérience actuelle, le projet aurait tellement été plus riche s'il y avait impliqué au moins juste une autre discipline. Tu sais, tellement, tellement, tellement. Puis je pense que ça commence avec la relève le plus tôt possible. Tu sais, c'est un peu comme de la socialisation académique. Il faut juste s'intégrer en travaillant puis en espérant euh, en parler de plus en plus, mais peut-être que ça va être intégré de plus en plus rapidement au niveau académique, dans les écoles, l'importance de discuter, de tout mettre ça ensemble. Puis le plus on rentre ça tôt, le plus on va avoir une relève qui va avoir envie, puis qui va avoir la curiosité de s'exposer à différentes disciplines. Je pense que c'est une... Ouais. En fait, c'est qu'il faut revoir le système complet. Puis il n'y a personne vraiment qui a de réponse non plus, puisque j'avais posé à la conférence aussi, là, il parlait d'interdisciplinarité, puis tout le monde était comme, ah, ben, ça commence dans les institutions. C'est comme cool, mais comment, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, tout le monde se lance la balle. Mais non, c'est pas à moi de faire ça, non, c'est à telle personne. Fait que je pense que c'est en parlant, puis en... Nous, au risque, on commence vraiment à mettre la table depuis 4 ans, vraiment. D'ailleurs, dernièrement, un de nos co-directeurs du risque, professeur Chokmani, il disait c'était difficile pour nous au début, en tant qu'ingénieur, de s'asseoir à la même table avec des sociologues ou des anthropologues. C'est difficile. On ne parle pas le même langage. C'est comme parler chinois et japonais, tu vois. C'est comme, bah, ça se ressemble, mais chinois-français. Par ailleurs, nous, au risque, on essaie aussi de matérialiser ça la semaine prochaine. Si vous êtes disponible, on serait à ACFAS. On organise une journée et demie de conférences très, très, très pertinentes sur la communication des risques et puis comment on matérialise ces informations-là à travers l'intersectorialité dans les 3 principales phases d'intervention, de préparation, prévention et puis de rétablissement. Et on a réussi à mettre dans des tables de discussion plusieurs disciplines, chercheurs, étudiants au doctorat, gens du domaine de l'intervention de la sécurité civile qui vont parler, entre autres, de communication des gens de la santé aussi. Lélie Lassard, la fameuse Lélie Lassard, vient nous faire une présentation. Donc, on va avoir vraiment plusieurs secteurs, plusieurs domaines qui vont parler. Donc, vous êtes tous et toutes invités à participer. Si vous ne voulez pas vous déplacer, c'est à Ottawa. ACFA, c'est accessible aussi en Zoom, dont les présentations vont être aussi diffusées en ligne. Donc, c'est ça. Je veux revenir sur un petit point, si jamais on a encore quelques petites minutes, Valérie, si tu permets. Marjolaine, tu parlais beaucoup, il faut un changement de paradigme. Il faut vraiment un changement majeur sur nos paradigmes d'approche. Je pense que nous sommes en train d'avancer petit à petit parce que depuis la dernière décennie, il y a comme un changement total. On a arrêté de focaliser sur le physique, sur le matériel, entre autres, par exemple, pour nous en inondation, d'arrêter de se focaliser uniquement sur les solutions d'ingénierie, sur comment le bâtiment interagit. Et nous, on a mis vraiment l'emphase sur le psychologique, le psychosocial. Et puis, je pense que l'être humain est en train de se rendre compte qu'il n'est pas juste un corps physique, mais une âme à l'intérieur
qui a besoin aussi d'être réparé, besoin aussi, on a besoin de prendre en considération, parfois les gens, ils ont une inondation, de l'eau qui pénètre dans la maison, mais c'est son psychologique qui est touché. Et ça, au début, on réalisait pas ça. Oh, oui, il faut réparer, oui, oui, il faut les sauver. Oui, mais après les avoir sauvés physiquement, psychologiquement, ça a des répercussions non physiques, non tangibles, comme on le voit par exemple avec les personnes atteintes d'Alzheimer. Souvent, physiquement, il est bien portant, mais c'est son psychologique qu'il faut. Donc, je pense qu'au risque, on travaille beaucoup sur ça aussi, sur les aspects psychosociaux. Donc, voilà, merci beaucoup. C'était une belle présentation. Philippe, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Ouais, peut-être Marjolaine, tu peux réagir sur les commentaires qui viennent d'être faits par Manel. Mais effectivement, l'être humain devrait être mis au cœur aussi non seulement de la phase de rétablissement, mais de tous ces enjeux-là. Après tout, les crises, comme on a vécu la pandémie, aussi les inondations, comme tu viens de le dire, Manel, c'est pas juste un problème de bâtiment, ça se reconstruit. C'est les âmes qui t'apportent. Donc, ton projet aussi, j'imagine, peut-être juste une dernière réaction là-dessus, euh, que la crise aussi, tu parlais tout à l'heure de la difficulté aussi de faire comprendre aux gens de travailler justement sur les aspects psychosociaux ou les aspects de santé mentale. Est-ce que tu penses aussi qu'avec ce qu'on vient de vivre aussi tous collectivement, la COVID-19, il y a des progrès aussi qu'on est en train de faire, ou c'est une dimension ou quelque chose auquel on pense maintenant pour la prochaine crise? Ben, c'est sûr qu'il y a eu un progrès à ce niveau-là, indéniablement, parce que il y a eu beaucoup d'appels à l'aide pendant la pandémie. Euh, Au niveau du système de santé aussi, il y a eu une utilisation assez importante. On le voit aussi au niveau des bailleurs de fonds, du financement. Il y a beaucoup d'appels à financement qui tentent vraiment de comprendre un peu plus les enjeux au niveau de la santé mentale. Puis je pense aussi que ayant tous vécu la pandémie, puis ayant vécu à quel point ça peut être difficile de demeurer fonctionnel dans un contexte où on va pas vraiment bien en termes de santé mentale ou sans nécessairement tomber dans des diagnostics, mais juste de pas être dans de pas être dans un état de bien-être non plus psychologiquement a un impact sur tellement de choses. Je pense que ça a facilité beaucoup de choses, ça a concrétisé beaucoup de choses. Puis je pense que Rémi Quirion l'a bien dit aussi dans la vidéo que je vous ai présentée, là, les sciences sociales, on a eu tendance, puis sciences sociales aussi, tout ce qui est santé mentale, on a eu tendance à les impliquer plus tard en se disant, tu sais, c'est toujours ça la priorité, s'assurer que tu sais, que la personne physiquement, que tous les besoins sont comblés, puis après, on s'attarde au psychologique. Puis c'est sûr que il y a cette priorité, il y a cette priorisation qui se fait. Je pense que elle est pas, elle est indéniable. Tu sais, c'est sûr que s'il y a un risque pour la survie de la personne, euh, c'est de ça qu'il faut s'occuper en premier, mais en même temps, nous, ça nous empêche pas de travailler en amont pour qu'aussitôt qu'on en arrive justement aux besoins en santé mentale, puis que les personnes soient rendues à prendre soin de leur santé mentale, ben, qu'on puisse avoir certaines béquilles ou même certaines solutions pour eux. Donc, mais oui, la santé mentale pendant la pandémie a été mieux mise de l'avant, mais il y a encore du travail à faire. OK, parfait. Et en plus, mais il y a encore effectivement du travail à faire les prochaines étapes. Dernière question avant qu'on se quitte, discussion vraiment très, très intéressante. Le congrès de l'UNESCO auquel tu as assisté l'année dernière, y a-t-il un site web et aussi des informations, des documents, des présentations qui sont disponibles? Oui, donc je vous dirais que ça a été très limité en termes de ce qui a été mis disponible, mais par exemple, le FI9, là, donc la documentation de priorité qui a été pris puis duquel donc la majorité des discussions ont découlé, ça c'est OK. disponible en ligne sur l'UNESCO. Puis si vous rentrez vraiment le titre de la conférence, comme je l'ai mis dans la présentation, vous pouvez retrouver les archives. C'est pas ce qui a le plus d'informations, c'est vraiment le FI9, je dirais, qui est une entité qui reste, qui est consultable. OK. Parfait. Bon, ben merci beaucoup Marjolaine encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été présent et puis on se recroise très bientôt et bon